Coucou, j'espère que vous allez bien. Ici Octobre, bienvenue sur Vicos, le podcast où on parle des victimes et où on les aime. J'espère que vous allez bien. L'actualité du moment est absolument retentissante avec le procès d'Adèle Haenel, que je suis évidemment avec beaucoup d'attention. J'ai été très émue ce matin en lisant ce qui s'était passé hier. Adèle Haenel est sortie de la salle en disant à Christophe Rougia « ferme ta gueule », ce qui est quand même assez fort. Et ses avocats ce matin ont raconté pourquoi elle est partie. Et il s'avère que au moment où Christophe Rougia devait parler de sa vie privée, enfin il y a un moment où l'agresseur prend un peu la parole pour raconter ses antécédents. Donc si on n'a pas de casier judiciaire, globalement ça va très vite. Christophe Rougia s'est servi de ce moment pour dire qu'il a toujours été un Pygmalion pour Adèle. Un Pygmalion, c'est un maître et son élève, un homme savant et une fille ignorante, et donc le maître apprend tout à la jeune fille. Donc il se plaçait comme un tuteur un peu, qui lui apprenait les choses du cinéma. Et à ce moment-là, donc au moment donc où il devait raconter sa vie, il en profite pour dire que c'est lui qui a choisi le nom d'Adèle Haenel, puisque Haenel était le nom de famille de sa grand-mère, il me semble, à Adèle. Et c'est lui qui lui a dit « prends Adèle Haenel » parce que Adèle Haenel, ça fait Adèle H, en référence au film de Truffaut. Donc non seulement, dans ce moment-là, il ramène Adèle, mais en plus, il l'entache. Je sais pas comment dire, il s'approprie son nom, il s'approprie une partie d'elle, il s'approprie une partie de sa vie. C'est très violent. J'en ai pleuré ce matin. Évidemment, ça a fait écho à ma propre histoire. Ce rapport au nom, il est évidemment crucial. Moi, j'ai changé de nom suite à mon procès. Parce qu'en fait, je ne voulais plus que mon ancien prénom soit collé à moi. Parce qu'il avait été sali par l'homme qui m'a agressée. Et je comprends qu'Adèle ait pété un plomb et est sortie ferme ta gueule à ce moment-là. Parce qu'il vient piétiner son identité, quoi. On se rend pas compte ce que c'est un nom, mais d'un coup, il vient ramener l'idée que c'est lui qui l'a façonné, lui qui l'a choisi et qu'elle le porte encore aujourd'hui. Ça me dégoûte profondément qu'il ait osé faire ça. C'est une emprise. Ouais, c'est ramener une emprise sur elle. Et elle a dit ferme ta gueule. Elle a dit va te faire foutre. Je l'admire beaucoup et je suis vraiment tellement admirative de son courage. Parce que c'est une personnalité publique. Donc elle s'expose à tout, comme Gisèle l'a fait il y a quelques temps. Et donc pour revenir à mon propre nom, j'ai choisi de changer de prénom, en l'occurrence, pour ne plus être reliée à lui. Parce que mon ancien prénom, c'est celui qui figure dans les papiers judiciaires. Enfin, mon nom et le sien sont collés pour l'éternité. L'éternité, j'abuse un peu, je suis un peu mégalo, mais en tout cas, pour toute ma vie, et peut-être un petit peu après, il y aura mon nom et le sien collés. Et ça me dégoûte. Enfin, ça me dégoûte. Je n'ai pas envie. Et changer de prénom, choisir un nouveau prénom, pour moi, ça a été l'opportunité de me donner de la force et de me donner une chance de vivre sans ça, avec moins. Donc c'est quelque chose qui m'a profondément touchée, que ce soit la première chose sur laquelle elle réagisse et qu'elle pète un plomb. J'en ai parlé dans les épisodes précédents, mais je vais le redire et je le redirai à l'infini. Les conséquences d'une agression sexuelle, c'est incommensurable à quel point c'est violent. Et à quel point ça modifie des choses. C'est fou, quand on se fait agresser, les gens ont l'impression que quand on se fait agresser, on capte tout de suite les bouleversements, on capte tout de suite la peine, la douleur, la souffrance. Pas du tout. Vraiment, ça se déroule par étapes. Parce que pendant l'agression, on est là, mais on n'est pas là. Enfin. Et pour chacune, c'est différent. Et en même temps, tous ces états se ressemblent un peu. Mais c'est un état, je suis là, je suis pas là. C'est très étrange, je pense que c'est ça le plus difficile à décrire pour les gens, pour qu'ils puissent comprendre, mais ce qui fait que le lendemain de l'agression, tout n'a pas changé d'un coup. La journée d'après, c'est la même. Enfin, on sent pas tout de suite les changements, on les voit pas, et c'est d'ailleurs, j'ai l'impression peut-être ce qui fait qu'on se dise, bah tiens, c'était pas si grave, c'est parce que on voit pas de changement. On a souvent l'impression qu'après une agression, tout va basculer d'un coup. Non, c'est des choses qui prennent du temps et qui se délitent petit à petit, quoi. Dans le dernier épisode, je parlais de la première plainte déposée au commissariat. Sur cet épisode-là, je voulais parler de la deuxième plainte qui a eu lieu à la brigade des mineurs. Donc je redis, quand quelqu'un subit une agression en dessous de ses 15 ans, il doit ou elle doit porter plainte à la brigade des mineurs, même si la plainte est posée 20 ans après,
quand la personne est majeure. Donc c'est un matin, Héloïse me réveille, me dit « Go à la brigade des mineurs ». Excusez-moi, il y a Justine Berthiaud qui fait du bruit. Donc on se pointe à la brigade des mineurs, on arrive. Même entrée, même protocole que la première plainte au commissariat. Une entrée type Algeco, est-ce que c'est le bon mot? Non, mais type administration. Petite porte qui s'ouvre en... J'ai pas les mots. Les portes collées, coulissantes. Putain, je sais plus. Bon, voilà. On arrive dans un sas, on nous demande pourquoi on est là, on dit qu'on veut porter plainte, on nous ouvre la porte et rebelote. Une queue, une file d'attente, un petit stickers avec marqué « Ne pas dépasser ». À 1 mètre du comptoir où on entend tout ce qui se passe. On arrive dans la partie du bas qui est un commissariat lambda et en fait à l'étage, c'est l'étage spécialisé de la brigade des mineurs. Donc on explique pourquoi on est là. Même regard interloqué, même gênance où je dois re-expliquer un petit peu bah voilà, je suis là pour une agression d'il y a 15 ans. C'est interloquant, quoi. C'est pas encore quelque chose de normal. Il faut normaliser d'aller porter plainte en fait 10, 15, 20 ans après. Toujours un petit peu ce moment de flottement où ils sont méfiantes. Ils disent d'accord, on va vous recevoir, attendez dans la salle d'attente. On vient me chercher assez rapidement, mais Héloïse n'est pas autorisée à monter. Héloïse me dit vas-y, je t'attends. Donc je monte. Là, on arrive dans un étage très différent des commissariats que j'ai pu voir jusqu'à présent. C'est des bureaux, côte à côte, avec peu de personnalité, mais sur les murs, il y a beaucoup de dessins d'enfants, il y a beaucoup de coloriages qui sont affichés dans les murs du couloir. On mène dans une salle, on s'assoit, une salle en long plutôt, pas très large. Il s'assoit en face de moi, derrière son ordinateur, moi je suis face à lui. Et là, il commence à me poser des questions. Donc je lui raconte, je sais plus, c'est un peu confus pour moi de raconter ça avec précision. Je sais juste qu'il m'a posé des questions. Très vite, il m'a demandé mon métier. Je lui ai dit que j'étais actrice. Et là, j'ai eu la sensation de tout recommencer du début. C'est-à-dire qu'il m'a dit, je comprends pas, est-ce que t'es là pour faire du buzz? Est-ce que tu mens? Est-ce que tu joues la comédie? Ça paraît fou et en même temps, ça peut paraître aussi légitime. Le problème, c'est que c'est encore l'idée que les femmes peuvent trouver de la notoriété ou du plaisir à faire ce genre de démarche. Pas du tout, je le rappelle encore pour ceux qui pensent que les femmes qui portent plainte et qui font des démarches de ce type sont toutes des menteuses. En France, c'est pas comme les États-Unis, il y a rien à gagner à faire un procès contre quelqu'un, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent à la clé. Il n'y a pas en fait. Donc on ne peut pas gagner de l'argent, on ne peut pas gagner de la notoriété en faisant un procès. On ne peut pas. Déjà moi j'en ai fait un procès, est-ce que tout le monde me connaît? Non, pas du tout. Il n'y a rien à gagner à faire un procès, ni à porter plainte. Et je tiens ça à l'affirmer et à le réaffirmer. Donc lui me questionne, est-ce que tu veux gagner du buzz? Et ça m'a particulièrement dérouté. Et à partir de là, on a recommencé à zéro l'interrogatoire. On n'avait pas bien avancé, mais disons qu'il était beaucoup plus méfiant. Ça a duré 6 heures, l'interrogatoire, c'était très long. Et j'ai dû tout raconter depuis le début. Et ce qui est très perturbant, c'est tout raconter dans les moindres détails. Et il pose des questions sur tout. Et il n'y a pas de... Jusqu'à présent, quand j'ai raconté mon histoire, j'en ai parlé à Héloïse qui m'a aidé à porter plainte. On en a reparlé avec Nicolas au téléphone quand je lui ai gueulé dessus. On a dit qu'il y a eu une agression, mais on n'a pas dit quoi exactement. Et j'en avais parlé à mes petits copains pour leur expliquer certaines de mes problématiques. Mais j'allais jamais dans le vif du sujet. C'est-à-dire que j'allais jamais décrire les gestes précis de ce qui s'était passé, l'agression, la nommer, tout. J'avais jamais fait. Et d'un coup, il y a quelqu'un en face de moi qui n'a pas peur de me demander, non seulement qui n'a pas peur, mais qui veut savoir les moindres détails. Qu'est-ce qu'il a fait de ses mains, où il les a placées, s'il y a eu pénétration, si oui, où, comment. Enfin, des choses extrêmement violentes et déroutantes. C'était un moment très particulier, très fort, très violent. Et puis, il me fait raconter l'histoire dans un sens, puis dans un autre. Je pense que c'est aussi une façon de vérifier que je mens pas. J'ai dû donner le nom du village où était la colonie, j'ai dû essayer de décrire la maison. C'est fou parce que mes souvenirs disparaissaient quand j'essayais de les attraper. Plus j'essayais d'être précise possible pour montrer ma bonne foi, pour montrer que je mens pas. Plus j'essayais de me souvenir, plus ça s'échappait. Je me rappelle, à un moment donné, il m'a demandé de décrire la maison. J'étais battue, quoi. C'était une grande maison en pierre, avec des dortoirs. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Donc après, bon, avec quelques éléments, lui, il a réussi à retrouver la compagnie de la colonie de vacances, le nom de la colonie de vacances. Il m'a montré des photos de maison, j'ai eu la sensation d'en reconnaître une. Mais c'est vraiment, cette mémoire, elle est pas fiable. On a l'impression de se rappeler de tout et en fait on se rappelle de rien. Il y a rien qui est précis. C'est comme des flashs.
Puis comme moi, la colonie de vacances, elle a duré sur 2 semaines, il y a eu plusieurs fois des agressions dans des lieux différents, de manière différente. Mais il y a eu un jour où ça a commencé, il y a eu le premier jour. Et pour moi, c'est la première agression la plus grave. C'était dans une nuit pendant un bivouac. Et il faut essayer de tout décrire, mais on veut être précis, mais on se rappelle pas. Il y avait une fille à côté de moi, mais comment elle s'appelait, cette petite fille? Et après, j'ai essayé de dire qu'il y avait un moniteur qui, à un moment donné, m'avait posé des questions pendant la colonie de vacances en me demandant si j'avais un problème avec le directeur de la colonie de vacances parce qu'il était un peu suspect. Et j'ai pas pu dire oui à ce moniteur-là. J'avais peur, j'avais honte. Et ce moniteur-là, dans mes souvenirs, il s'appelle Arthur. Mais est-ce qu'il s'appelle vraiment Arthur? Je n'en sais rien du tout. Et le décrire physiquement, c'est une ombre, quoi. Je me rappelle qu'il était châtain clair, mais son visage, comment le décrire? Et c'est très frustrant, parce qu'on aimerait faire du mieux qu'on peut, pour être cru, et puis aussi pour soi, quoi. Pour avoir un fil logique, conducteur, qui puisse être racontable. Et en fait, c'est que des amas de souvenirs. La temporalité, elle est pas fiable. J'arrive plus à savoir dans quel ordre sont les agressions. Et ce qui fait que parfois je me contredis. Je dis, c'est ça qui s'est passé en premier. Bon, ça je l'ai. Ensuite, il y a eu cette sortie-là. Et il m'a fait ça. Et puis il y a eu cette sortie-là. Puis quand je le raconte, je me dis, non, en fait, c'était pas dans ce sens-là. Et en fait, on est tellement inquiet de se dire que ça, potentiellement, ça peut semer le doute auprès du policier et de l'enquêteur, que ça met dans un état de stress pas possible. Puis surtout, c'était la première fois que je disais des mots. Par exemple, je me rappelle très bien du moment où il m'a demandé de poser des mots plus clairs que agression. Et donc, il a commencé à me donner la définition des mots pour que je puisse dire, ça, c'était un viol, ça, c'était des attouchements, ça. C'est vertigineux. Parce que j'avais encore jamais mis ces mots-là, moi. Et d'un coup, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a comme une prise de conscience que ça s'est vraiment passé. C'est encore un autre état de choc qui se met en place. Où à la fois, je reconnais qu'il s'est passé tout ça, puis il y a quelqu'un qui me dit, oui, c'est grave. Et à la fois, j'y crois pas du tout. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas à moi, pas... non. Et cet état, il rentre en confrontation absolument tout le temps, ces deux états-là. Et ça devient un dilemme, et j'ai l'impression que c'est un dilemme qui demeure toujours chez les victimes. En tout cas, dans toutes les paroles de victimes que j'ai pu écouter ou lire, il y a ces états qui demeurent, ces deux états frictionnels-là. L'état qui dit « oui, il s'est passé ça pour moi », et en même temps, j'y crois pas. Je peux pas y croire. Et c'est pour ça que les femmes qui disent « ça s'est passé pour moi aussi », le mouvement MeToo, les femmes qui écrivent, qui réalisent des films à propos de leur histoire, qui, comme moi, en font des podcasts, qui en parlent, qui chantent sur ça, c'est une façon de se rappeler aussi que oui, elles aussi, non pas pour se victimiser, mais comme pour détruire ce carcan de stupeur et cette emprise que l'agresseur il a sur la petite fille ou sur la femme et qui lui fait croire que tout ça, ça n'a pas existé, ou que tout ça, c'est de sa faute à elle, ou que tout ça, en fait, c'était juste de l'amour, c'était de la tendresse. Il y a tellement de mensonges et tabous autour de tout ça que le revendiquer, c'est politiquement une volonté de reprendre le pouvoir sur sa mémoire, de reprendre le pouvoir sur son corps, de briser l'emprise. C'est pas du tout se victimiser. Se reconnaître en tant que victime, c'est pas se victimiser. J'en parlais dans mon premier épisode, je parlais de l'amalgame entre se victimiser et se reconnaître en tant que victime, qui sont deux gaps excessivement différents. Se reconnaître en tant que victime, c'est déjà dire oui, j'ai été victime d'agression sexuelle, sans pour autant que ça excuse un comportement. Les victimes peuvent se victimiser, c'est pas quelque chose d'antinomique. Je dis pas que les victimes sont pures et innocentes et qu'elles ne se victimisent jamais. Parfois, il nous arrive des choses très, très graves et on l'utilise pour justifier un comportement qui aura pu déranger autrui. En fait, se reconnaître en tant que victime, ça doit pas intervenir dans un moment où quelqu'un nous fait un reproche. Ça doit pas être un argument et une excuse à un comportement. Si on fait du mal à quelqu'un ou si notre comportement pose question à autrui et qu'on vient nous en parler, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte en fait. On peut expliquer un comportement, et ça moi je le fais dans mon podcast, j'explique pourquoi j'ai peur dans la rue, pourquoi je peux avoir des comportements d'hypervigilance, pourquoi j'ai encore peur des hommes. J'explique des mécanismes pour essayer de rendre un petit peu public des comportements qui sont secrets et tabous. Mais je me permettrai pas de l'utiliser sur un biais de justification face à un reproche que l'on me fait. Si quelqu'un me dit Octobre, je trouve que t'es vraiment pas social ou sociable, comment dit-on, sociable,
Je vais lui dire, ben ouais, c'est vrai que ma batterie sociale, elle est faible et je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, j'ai du mal à rentrer en interaction. Et peut-être que j'ai du mal à rentrer en interaction parce que j'ai été agressée. Mais ça n'a rien à voir, c'est une conséquence. Donc je peux pas le mettre je peux pas le corréler immédiatement. Je peux parler de mes symptômes et dire, bah ouais, c'est vrai que là, j'aurais pu participer plus. Je fais ma live, je vous ai laissé tout ranger, j'ai rien foutu. Parce que vas-y, j'étais triste ce soir. Et sûrement que j'étais triste ce soir parce que j'ai eu des flashs toute la journée dans ma tête. Mais ça, c'est pas leur problème. Ils ont pas à gérer mes flashs pour moi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Pour revenir sur la brigade des mineurs, ce monsieur m'a posé des questions pendant 6 heures et puis il a aussi pris mon téléphone, il a regardé les messages qu'on s'était envoyés avec Nicolas, il les a photocopiés, il a écouté les messages vocaux que Nicolas m'avait laissés. Et puis à un moment donné, j'ai vu dans ses yeux qu'il a décidé de me croire, quoi. Je sais pas comment ça s'est fait, mais à un moment donné, il était à fond derrière moi et puis à la fin de cet interrogatoire, il m'a dit écoute, je te crois. On va t'aider. La prochaine étape, ça va être la confrontation de ce monsieur parce que nous avons besoin qu'il avoue pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette démarche qui va être le procès. Et pour qu'il avoue, on a besoin que vous vous confrontiez tous les deux. Donc dans quelques semaines, on va aller l'interpeller parce qu'évidemment, ils l'ont retrouvé dans leur fichier, ils ont retrouvé son lieu de travail, etc. Et ils m'ont dit voilà, on va te prévenir quand on va l'interpeller et puis commencera la confrontation. Il m'a dit est-ce que tu t'en sens prête ? J'ai dit non, oui, je sais plus ce que j'ai dit, mais bon, j'avais pas le choix. Puis je crois que j'avais envie de le faire au fond. Puis il m'a dit, je t'expliquerai tout, comment ça va se passer, en tout cas moi je serai avec toi, il y aura pas de souci. Il était très amical, il était beaucoup plus tendre que la personne que j'avais pu rencontrer au premier commissariat. On voit qu'il y a une formation psychologique quand même. Et puis je lui ai fait confiance aussi, je lui ai fait confiance. Et je sentais que c'était la bonne personne et qu'il pouvait m'aider. Et puis il m'a filé le numéro d'une avocate et il m'a dit appelle-la, tu en avais besoin. Et je suis rentrée chez moi. Et j'en avais toujours pas parlé à mes parents. Et là je me suis rendu compte qu'il fallait que je leur en parle et que je leur annonce. Et ça c'était encore une sacrée histoire que je vous raconterai au prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre ce podcast. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis prenez soin de vous. Les numéros sont toujours dans la barre d'infos. Je vous embrasse fort. Ciao!